Bien, donc je vais peut-être vous paraître un peu ringard parce que je vais vous parler d'intelligence humide d'abord. Ensuite, on reparlera de l'intelligence sèche et de l'intelligence artificielle en imagerie. Donc on repart au début des années 80, et la médecine découvre l'IRM, et la France en particulier. Donc on voit dans les médias apparaître ces fameuses images qui étaient vraiment extraordinaires à l'époque. Juste pour vous montrer qu'à l'époque, le champ magnétique utilisé était de 0,12 Tesla. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est 2400 fois le champ magnétique terrestre. Donc la première machine française, à l'époque, on avait la chance d'avoir une industrie en France, c'était la compagnie CGR, qui était à Thomson. Donc vous voyez, ça c'est des collègues, ils sont à la retraite maintenant. Premier scanner IRM. Et voilà, aujourd'hui, donc toujours en France, 2017, la livraison à Neurospin du premier aimant pour, 10 corps entiers par la taille, mais en fait pour étudier le cerveau, qui va fonctionner à 11,7 Tesla, c'est-à-dire 223 000 fois le champ magnétique terrestre. Donc on a multiplié le champ magnétique par 100 en 35 ans. Donc je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça, comment peut-être, mais c'est surtout pourquoi. Et vous allez voir que c'est quand même une histoire fabuleuse et qu'on commence à peine à comprendre ce que c'est que notre intelligence, à peine. Donc l'intelligence artificielle, je demande à voir pourquoi on l'appelle intelligence. Bon, ça sera plus tard dans mon exposé. Donc déjà, comment se fait le... J'ai juste quelques diapos en anglais, hein, je prie de m'en excuser. Le reste, ça sera en français. Donc en fait, pour moi, il y a deux façons de voir le développement technologique dans le côté médical. Donc c'est le progrès continu, et d'un seul coup, il y a un changement brutal qui apparaît. Donc si on prend Röntgen, premier prix Nobel de physique, qui découvre les rayons X, la radiographie est née en 1930, bon, c'est banal, tout ça. Et d'un seul coup, 1979, invention du scanner à rayons X par le couplage de l'informatique et de la radiographie. Voilà. Donc c'est ce saut qui a fait une révolution. Au lieu de passer des ombres projetées de la radio, on passe maintenant à des images en coupe reconstituées par ordinateur. Deuxième mode, c'est une découverte qui n'a rien à voir avec la médecine, mais qui va être récupérée par la médecine. Donc l'exemple, c'est encore de la physique, résonance magnétique nucléaire, Bloch et Purcell, prix Nobel en 1952. Et un jour, certaines personnes, en particulier Lauterbur et Mansfield, qui ont le prix Nobel plus tard, comme Mansfield l'a eu aussi en 1979, une nouvelle technique utilisant le principe physique de la résonance magnétique nucléaire, mais qui est donc l'IRM. Voilà, donc c'est deux grandes évolutions de mode. Et le mot important que je voudrais donner ici, c'est que c'est absolument imprévisible. Voilà, donc ça vient comme ça, et on ne sait pas comment ça vient. Alors l'IRM, très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas bien, donc ça consiste à mettre le tissu à étudier, donc partie le cerveau, dans un champ magnétique très puissant, à envoyer des ondes radio qui vont chahuter l'aimantation de certains atomes, en particulier pour l'imagerie médicale, on s'intéresse aux molécules d'eau, à l'hydrogène de l'eau. Voilà, donc on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc on chahute cette aimantation des molécules d'eau. En retour, ces molécules d'eau émettent des ondes tout à fait banales, hein, qui sont recueillies par une antenne, et ça fait des images extraordinaires. Ça, c'est une coupe au milieu du cerveau. On voit donc le cervelet, le tronc cérébral qui va dans la moelle épinière, etc. Enfin, beaucoup de détails. On peut même faire si ça marche, ça marchait tout à l'heure, ça ne marche plus, des films. Bon, ça n'a pas tellement d'importance. Des films de... Je vais quand même essayer si jamais ça marchait tout à l'heure, c'est ça qui est bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc, on peut faire des images extrêmement précises maintenant du corps humain et du cerveau. Alors, je vais vous donner quelques exemples juste pour vous illustrer où on en est aujourd'hui et où on n'en est pas, surtout. Parce qu'on a l'impression qu'on peut tout voir, on ne peut pas tout voir. Donc déjà, ce que l'on sait, c'est qu'on a tous à peu près le même cerveau, avec des différents lobes. Mais vous voyez, tous ces plissements-là qui sont très complexes, en fait, ils varient beaucoup d'une personne à l'autre, contrairement à ce qu'on peut croire. Et le cerveau est plastique, c'est un peu comme de la pâte à modeler. Ça, c'est une étude assez ancienne, mais très intéressante, qui a été faite chez des chauffeurs de taxi londoniens qui, vous savez, ont 2 ans d'apprentissage à vélo dans le brouillard londonien, des routes. Eh bien, on s'aperçoit que si on fait un examen IRM tout simplement anatomique chez ces conducteurs de taxi, eh bien, l'hippocampe, qui est une région à la base du cerveau, est plus grosse que dans la population normale. Autrement dit, ces gens-là ont développé
leur GPS. On sait aujourd'hui que l'hippocampe, c'est une sorte de GPS qu'on a dans le cerveau, un système de localisation. Alors, une étude plus récente, je n'ai pas les diapositives, ils ont étudié aussi des apprentis chauffeurs de taxi. Certains vont échouer et d'autres vont réussir. Ben, ceux qui échouent, ils n'ont pas d'hippocampe qui a grossi. Donc, quand même, vous voyez que l'intelligence artificielle pourrait dire, à partir de ces images-là, prédire si un conducteur sera chauffeur taxi ou pas. Bon ou pas, ça je ne peux pas dire, mais au moins s'il aura son examen ou pas. Donc l'intérêt aussi de voir l'hippocampe, c'est qu'elle se ratatine, devient beaucoup plus petite dans la maladie d'Alzheimer, et c'est pour ça que c'est une cible intéressante. Je donne un autre exemple, le pianiste, parce que je suis pianiste, eh bien lui aussi modèle son cerveau en fonction des mouvements qu'il fait, coordination visuelle pour voir les doigts à la partition et auditive, et puis bien sûr le cerveau du bébé qui lui est prêt à apprendre beaucoup de choses. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cet apprentissage ne se fait pas complètement au hasard. On a des circuits qui sont préexistants, je vous montrerai ça peut-être à la fin. Ces circuits préexistants sont d'origine, bien sûr, génétique. Donc en fait, une liberté surveillée. Et grâce à l'imagerie, on est capable de faire des images extraordinaires. Par exemple, ici, d'un fœtus de souris à mi-grossesse de souris, pour voir comment tous ces organes se développent. Donc, ça pour l'instant, c'est le cerveau statique. Je vous montre des images juste de l'anatomie du cerveau. Maintenant, on va voir le cerveau au travail. Quand vous regardez l'écran, l'image apparaît à l'arrière de votre cerveau et on est capable, sur nos images, de détecter ce qui se passe dans votre tête pendant que vous pensez ou que vous regardez une image. Alors, très rapidement, parce que ce n'est pas le but, comment ça marche, parce que vous êtes peut-être curieux, eh bien, c'est que dans le sang, on a des globules rouges. Ils sont rouges parce qu'ils contiennent de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine contient du fer. Alors, fer et aimant, vous voyez que ça ne fait pas bon ménage. En fait, donc, le fer va s'aimanter, perturber le champ magnétique local, et les molécules d'eau qui sont autour des petits vaisseaux sanguins vont être perturbées. Donc, à chaque fois que vous utilisez une région cérébrale, il a été montré qu'il y a une augmentation du flux sanguin local, donc un changement de débit des globules rouges, et c'est ça qui fait qu'on peut détecter un effet. Alors l'effet est très très petit, bien sûr, vous ne sentez rien ou on ne voit rien. C'est grâce à des traitements informatiques, statistiques, qu'on peut dire qu'ici, par exemple, quand vous regardez, c'est exactement ce qui se passe dans votre tête en ce moment si vous regardez l'écran, à l'arrière de votre tête, donc, si vous étiez dans un champ magnétique, vous ne l'êtes pas, champ magnétique terrestre, malheureusement, pas suffisant, eh bien, vous changeriez l'augmentation des molécules d'eau qui sont à cet endroit-là, parce qu'il y a plus de sang qui arrive. Et nous, sur nos images, on détecte ça. Voilà, c'est beau quand même. Hein. Vous voyez, une mère et son enfant qui ont été mis dans la même machine, et on voit les échanges cognitifs, évidemment, qui existent entre eux, avec ces régions qui changent leur aimantation. Donc voilà ce qu'on commence à voir aujourd'hui. Et là, je vous donne les limites, où vraiment on en est aujourd'hui. Ce que l'on sait, vous savez peut-être, c'est que ce système visuel est rétinotopique. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme une caméra ou un appareil photo. Vous avez un renversement de l'image. Ce qui est en haut apparaît en bas, ce qui est à gauche apparaît à droite, directement, sauf que c'est très déformé. Ce qui est au centre du champ visuel, c'est pour ça qu'on regarde droit quand on lit pas de côté, et c'est moins développé à l'extérieur, mais peu importe. Eh bien, si on fait des images, par exemple, en montrant un objet horizontal ou vertical, le pattern, le motif d'activation va changer. Donc, grâce à des logiciels, alors on peut dire intelligence artificielle, moi ça fait 30 ans que j'en fais, j'appelle pas ça l'intelligence artificielle, de la reconnaissance, si vous voulez, automatique, on peut dire, simplement à partir de ces images, la personne est en train d'imaginer un objet horizontal ou elle est en train d'imaginer un objet vertical. Et mieux, on lui demande dans le noir, donc dans le noir total, d'imaginer, la personne ne voit rien. Imaginez un objet, un stylo horizontal ou un stylo vertical. À partir de nos images, on peut dire que cette personne ici est en train d'imaginer un objet horizontal et là vertical. On peut même lui demander, on peut parler de deep learning, mais je n'aime pas non plus ce mot dans ce cadre-là, on peut entraîner les logiciels à reconnaître plus. Par exemple, on lui demandait, peux-tu imaginer un H, un T, un S, un C, et à partir de nos images, on peut reconnaître, ici on a entraîné la base de données, on est capable de dire que cette personne est en train d'imaginer un H, un T, un S. Donc la personne peut nous donner des lettres comme cela. Oui. Alors quand on dit que les GAFAM nous épient notre numéro de téléphone, notre parti politique, notre religion,
Imaginez que GAFAM ait accès à ce genre de données. Vous voyez qu'ils vont savoir beaucoup plus sur nous que ce qu'ils savent aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train de se faire. On peut aussi, sur le plan moteur, imaginer, et imaginer, c'est réaliser. Ici, par exemple, vous avez c'est une licence japonaise, Honda. Rassurez-vous, je vous montrerai Toyota après, comme ça, il n'y a pas de jajoux. Donc, cette personne-là est en train de jouer au jeu ciseaux, pierre, papier. Vous savez, donc les enfants font comme ça, donc bouge la main. Les images sont acquises en même temps. Un logiciel va analyser ces images. Et en fonction de ce qu'on va trouver, on va piloter une main qui peut être située à 400 km de là. Et cette main va faire exactement les petits moteurs, les mouvements de la personne qui est ici. Et ensuite, on lui demande simplement d'imaginer. D'imaginer pierre, ciseaux, papier, mais sans bouger. Et on voit la main, 400 km plus loin, qui s'anime en fonction de ce que pense la personne. Voilà. Alors, Toyota est allé plus loin. Toyota a fabriqué une chaise roulante pour handicapés, pilotée par la pensée. Donc, la personne a un casque et donc pense simplement en japonais, gauche, droite, stop, etc. Ce n'est pas une machine IRM, parce que ça ferait un peu lourd pour la chaise. Puisqu'on sait maintenant qu'on a appris tout cela, avec des simples signaux électriques recueillis à la surface de la tête, on a cette information. Autre exemple quand même assez sidérant, si j'ose dire, même s'il est ancien, il est tout à fait confirmé depuis. Il s'agit d'une jeune femme qui a eu un accident de voiture, 26 ans, dans un coma, végétatif, état végétatif. Donc aucune réaction. Madame, comment vous appelez-vous? Silence radio, bougez le bras, etc. Enfin, rien. Et puis ses collègues l'ont mis dans un système IRM et lui ont dit, Madame, comment vous appelez-vous? Ben, rien ne s'est passé, sauf que sur les images, ils ont vu que les régions du langage s'activaient. Autrement dit, cette personne, non seulement avait compris la question, mais répondait dans sa tête. Madame, pouvez-vous imaginer que vous jouez au tennis? Donc voilà ce que quelqu'un normal active dans son cerveau, enfin il y a d'autres régions, mais principalement celle-ci, quand il imagine jouer au tennis, et cette dame faisait la même chose. Madame, imaginez que vous êtes en train de vous promener dans votre maison. Sujet normal, cette femme. Vous voyez donc, grâce à ces images, on a accès quand même à quelque chose d'extraordinaire, et donc une communication peut s'établir, et on sait aujourd'hui que certaines personnes arrivent à communiquer de cette manière-là. Donc, s'il y a un être humain, un médecin qui n'avait pas pensé à faire cette expérience-là, on ne saurait pas que c'est possible aujourd'hui. L'enregistrement électroencéphalographie des gens dans le coma, ça fait 50 ans, 70 ans qu'on en fait, et on n'en a rien sorti. Aujourd'hui, c'est plus la peine de faire de l'IRM. On est capable de voir ça en mettant simplement des électrodes sur la surface du crâne avec un logiciel d'intelligence dite artificielle, ou plutôt c'est l'intelligence qui, entre guillemets, on arrive à détecter si cette personne est capable de communiquer ou pas, parce que c'est très fluctuant d'un moment à l'autre. Je continue avec un autre exemple de ce que peut apporter l'imagerie cérébrale, avec l'IRM de diffusion. C'est ce que j'ai inventé quand j'étais étudiant en 1984-85. Donc en fait, ça repose sur le fait qu'Einstein avait lié le mouvement de diffusion au mouvement brownien. Ça va vous paraître amusant, mais quand il a passé sa thèse en 1905, ce n'était pas du tout sur la relativité, c'était sur le mouvement brownien et la diffusion. À l'époque, on ne savait pas si les molécules existaient, les atomes existaient ou pas. C'était encore très débattu. On dit que Maxwell, d'ailleurs, s'est suicidé parce que les gens n'aimaient pas ses idées. Donc lui, il était pro-molécule, pro-atome. Donc Einstein s'est dit, je ne peux pas voir au niveau des atomes. Donc je vais faire un modèle. Si il y a des molécules qui existent, elles vont bouger parce qu'elles ont une énergie thermique. Et la règle, c'est que ça va suivre les équations du mouvement brownien et de la diffusion. Donc il a fait le parallèle, et ce qui a montré, effectivement, indirectement, l'existence d'atomes. Vous voyez, il n'avait pas de données. On parle du big data et de l'intelligence. Einstein, dans son article de 1905, il n'avait aucune donnée. C'est purement par la pensée. Et je vous citerai un autre exemple tout à l'heure. Donc voilà, la méthode que j'ai mise au point en 84-85 consiste à mesurer par IRM, je vous fais grâce des détails, le mouvement de diffusion des molécules d'eau dans les tissus, en particulier dans la matière cérébrale et dans la matière blanche. Eh bien, les mouvements des molécules d'eau diffusent plus facilement dans le sens des fibres que dans le sens perpendiculaire. Donc à l'époque, on a montré qu'en renversant le paradigme,
Donc, je vais mesurer la diffusion dans deux directions. Eh bien, les fibres vont dans la direction où la diffusion est la plus rapide. On a développé tout un formalisme mathématique, l'imagerie tenseur de diffusion, pour arriver à faire ces images, qui sont quand même assez jolies, je trouve, qui datent à la fin des années 90, montrant en 3 dimensions ces fibres de matière blanche. Et grâce, encore une fois, à des algorithmes issus de la vision artificielle, on est arrivé à relier les points entre eux pour reconstituer les fibres que l'on a dans le cerveau. Donc la connectique, le web intracérébral, c'est pareil, j'ai horreur de comparer le cerveau à cela, mais eh bien, on sait le voir aujourd'hui. Vous restez dans un aimant pendant 20 minutes et on vous sort ces images du câblage intracérébral. On n'est pas capable de voir l'information qui y transite, mais au moins on voit le réseau. Sans rien faire. Hein. Il n'y a rien à faire, on n'injecte rien. Simplement parce qu'on a regardé le mouvement brownien des molécules d'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le bébé, à la naissance, il est pré-câblé. C'est-à-dire que, par exemple, les régions de connexion du côté gauche du cerveau qui vont être liées au langage sont déjà plus développées qu'à droite. C'est comme quand vous achetez votre télé, elle est déjà préprogrammée pour recevoir différents canaux. Eh bien, c'est pareil. Le bébé, il attend de pouvoir parler. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que certaines pathologies qu'on n'arrive pas à expliquer, en particulier des affections psychiatriques, schizophrénie, seraient liées à des défauts de connexion entre différentes régions cérébrales. Autrement dit, l'information entre l'avant, le cortex préfrontal, où naissent ces idées, et le cortex temporal auditif, où on entend, connectent mal. Donc, on se parle en permanence. Mais on ne dit pas « c'est Dieu qui nous parle » ou je ne sais pas qui. Donc, ces patients-là entendent des voix parce qu'il y a une dysynchronie, un défaut de synchronie entre leurs régions cérébrales. Bon, peut-être pas tous les schizophrènes, mais en tout cas, certains. Et puis, ça fait des belles œuvres d'art dans les stations de métro de Paris. Voilà, donc vous voyez, l'imagerie de diffusion, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est quelque chose qui a pris du temps. Donc, je l'ai inventé en 84, il a fallu 10 ans avant que ça rentre dans le milieu médical. Puis, le développement de l'imagerie du tenseur de diffusion. Je vais vous faire grâce de tout ce qui s'est fait de suite après. Mais bon, ça permet de faire le diagnostic des AVC en urgence, c'est la seule méthode qui existe. Ça permet de faire, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, le diagnostic du cancer du sein de façon complètement automatique. Ça permet également de faire des images de l'élastographie du foie dans les fibroses et les cirrhoses, etc. Donc quand même 1,4 million de résultats si vous allez sur Google. Voilà, donc vous avez vu, on sait voir l'anatomie, on sait voir les fonctions des différentes régions cérébrales, on sait voir comment ces régions sont connectées. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi on est intelligent. Donc, on a encore du travail à faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'est pas à la bonne résolution spatiale. Nos images, elles ont une résolution de l'ordre du millimètre. On sait aujourd'hui faire des mesures, alors pas chez l'homme, évidemment, à l'échelle de la molécule, des synapses, des neurones, etc. Mais entre les deux, et on ne sait toujours pas comment tout ça est lié à l'intelligence, bien entendu. Entre les deux, vous avez un gros trou que j'appelle l'échelle mésoscopique, parce qu'on ne sait pas l'explorer. Donc, mettons 1000, 5000, 10 000 neurones. Comment ces assemblées de neurones travaillent entre elles pour coder certaines fonctions? On ne sait pas. Donc, on voudrait accéder à cette échelle du dixième de millimètre chez l'homme de façon non invasive. Pour ça, il n'y a pas de secret. Pour augmenter la puissance, donc il faut avoir plus de rapport signal sur bruit, il faut recourir à des aimants qui vont avoir un champ magnétique beaucoup plus élevé, c'est-à-dire en fait l'aimant que je vous ai montré sur la première diapositive. Ça va nous permettre de mieux comprendre le cerveau sain et pathologique. Donc aujourd'hui, voilà la taille du voxel, du pixel, c'est un grain de riz. C'est déjà pas mal, hein, quand même. Ce qu'on veut, c'est obtenir une taille de pixels de l'ordre de 2 cheveux. Parce que je suis convaincu qu'on a, comme il y a un code génétique, il y a un code neural, c'est-à-dire que l'organisation des cellules dans le cerveau, on sait qu'elle est différente entre le système visuel, moteur, etc. Mais c'est plus subtil que ça. Donc il y a une sorte de circuit. Les microprocesseurs en haut, c'est presque une bonne image. Vous avez des circuits qui sont d'origine génétique. Je vous montrerai à la fin qu'on ne peut pas tout faire, justement, qui sont mis ensemble. Alors peut-être qu'il y en aurait 200, c'est tout. Une sorte d'alphabet de microcircuits qui, combinés, permettent à un enfant qui n'a jamais vu un smartphone de sa vie de l'utiliser au bout d'un quart d'heure. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de gène du smartphone, il n'y a pas de région cérébrale du smartphone, et pourtant, on est capable de l'utiliser. Voilà. Donc, il y a tous les aspects pathologiques aussi. Donc, j'ai lancé ce pari en 2000-2001, à peu près.
de fabriquer une machine pour mieux voir, une sorte de télescope du cerveau, avec l'idée aussi, qui est pas la mienne, hein, c'est qu'une fois qu'on a l'outil, on va peut-être aussi découvrir des choses que l'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qu'on va vouloir explorer. Donc quand j'ai lancé cette idée-là, on m'a traité de cinglé, parce qu'à l'époque, on savait faire un aimant de cette Tesla, puis ça s'arrêtait là. En 2007, vous voyez que le panorama s'était changé, on avait quand même beaucoup plus de systèmes installés. Et si on regarde aujourd'hui, donc l'aimant a été livré à Neurospin, il n'est pas encore en marche, mais on trouve aujourd'hui tout un nombre d'aimants à champ élevé. Voilà l'aimant à 10,5 Tesla qui a été installé aux États-Unis. Alors quand je revois mes collègues, je dis, vous voyez bien que je n'étais pas fou. Et ils me disent, mais si, tu es toujours aussi fou, mais le problème, c'est que tu es contagieux. Voilà. Donc les Allemands veulent un projet d'aimant à 14 Tesla, et aux États-Unis, qui sont vexés, bien sûr, de ne pas avoir l'aimant le plus haut, sont en train de considérer des aimants à 14 ou 20 Tesla. Donc voilà l'aimant de Neurospin à l'usine de Belfort, où il a été fabriqué, sur les plans du CEA. Voilà et donc, quand même, moi, ça m'a toujours impressionné, quoi. Je suis amateur de trains électriques, ou ailleurs, au vapeur. Donc c'est quand même là qu'on a construit les premières locomotives, les TGV, et maintenant on fait un aimant pour explorer le cerveau. Quand même, je peux dire, quand on dit qu'en France il n'y a plus grand-chose, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des choses bien. Voilà donc la fabrication de l'aimant. C'est un concept qui est hérité du CERN. Ce n'est pas un solénoïde comme on trouve dans tous les éléments médicaux. C'est un design qui est celui de la physique des particules du CERN. Le même design qui sert, par exemple, pour les expériences qui permettent de découvrir le boson de Higgs. Voilà. Donc l'aimant est gigantesque, tellement gigantesque qu'on n'a pas pu le livrer par route. Et puis en plus parce qu'il est très fragile. Donc il a été livré par voie fluviale. Il est allé à Strasbourg. Il est remonté sur le Rhin, sur un bateau dédié. Puis la Manche, puis la Seine. Voilà donc le trajet. Sur un camion avec un pousseur et un tireur, 150 roues. L'aimant fait 150 tonnes, j'ai oublié de le dire. Voilà, il est passé sous les ponts de Paris. Il a fallu soulever la caténaire du RER B pour le faire passer. C'est pas de notre faute si pour une fois le RER ne marchait plus. Et il est arrivé à Neurospin, donc sous la pluie, le 18 mai 2017. Voilà. Il a fallu 3 semaines pour le rentrer ensuite dans l'arche. Je vous passe tous les détails, parce que je n'ai pas fini ma présentation. Donc aujourd'hui, il est dans cette arche à Neurospin. Il est en train d'être connecté. On est en train de le refroidir à la température de moins 271 degrés. C'est-à-dire donc à 1,8 degrés Kelvin. Donc il sera une température qui est plus froide que la température de l'univers. Parce qu'à cette température, l'hélium qui remplit l'aimant sera suprafluide. Donc le fil est supraconducteur, ce qui lui permet de lancer à l'intérieur 1400 ampères. Donc il y a 1400 ampères qui tourneront autour de la tête des volontaires. On prend la liste à la fin de ma... et donc ce courant est possible parce que le matériel est supraconducteur grâce à l'hélium liquide. Donc les aimants d'imagerie médicale sont refroidis à 4,2 Kelvin. Celui-là sera refroidi encore plus bas. Voilà, donc vous voyez qu'on est loin de connaître l'intelligence humaine. Alors, quid maintenant de l'intelligence dans les images? Alors déjà, quelle est la définition d'une image médicale? Alors, ça commence très mal. C'est la matérialisation sous forme d'image. La matérialisation sous forme d'image, déjà, ça fait bizarre quand même de notre époque. Hein. Mais c'est une définition qui est contemporaine. D'informations anatomiques ou fonctionnelles in vivo, d'organes, de parties du corps, au moyen de techniques d'imagerie, bon, sans doute, et les données obtenues à partir de ces images. Les moyens, donc c'est le radiologue qui va les décider. Donc c'est des techniques d'imagerie qui doivent être adaptées à la question avec un risque minimal pour le patient. Donc le médecin qui prescrit un examen d'imagerie doit être suffisamment précis pour que le radiologue sache ce qu'il doit faire. C'est une histoire vraie, j'étais externe il y a longtemps. Le médecin, j'étais en radiologie, donc il reçoit une demande de radio de la charnière. Donc, en général, la charnière, c'est la charnière dorso-lombaire, c'est-à-dire c'est là où on a mal, quand on a mal au dos, etc. Mais le radiologue en avait assez qu'on ne lui donne pas de détails. Il a pris une charnière, il a fait une radio, il l'a renvoyée, il a donné au malade, il dit « vous montez ça à votre médecin ». Vous voyez l'ambiance. Voilà. Donc, il faut le contexte médical. Donc aujourd'hui, on a trois sortes d'examens. Ceux qui sont des radiations ionisantes, donc des rayons X, radio, scanner, ou des rayons gamma, caméra à positons.
Soit c'est des ondes mécaniques, c'est l'échographie, soit c'est des radiofréquences et des champs magnétiques, c'est l'IRM. Il n'est pas impossible qu'une nouvelle technique apparaisse au milieu de nulle part. Alors, sur le plan industriel, maintenant, et c'est là que ça se gâte pour nous, en France, puisqu'on n'a plus CGR. CGR a été vendu à General Electric en 1987 pour une poignée de dollars, parce que Thomson ne s'intéressait pas à l'imagerie médicale, finalement. Et on voit le marché, il est extraordinaire, parce qu'il est énorme, 30-40 milliards en 2016, une croissance de 6%. Mais ceux qui se tirent les parts de marché, c'est les pays où il y a des constructeurs de machines, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Donc c'est un peu dommage qu'on ait perdu notre constructeur national. Et puis, il y a toute l'industrie du logiciel. Vous voyez, ces images que l'on a aujourd'hui. Je vous ai montré au tout début les images de Röntgen, la projection des ombres, même les scanners à rayons X. Vous voyez des coupes. Aujourd'hui, voilà ce que vous voyez sur vos écrans. En tant que radiologue, ça change tout quand même. On est capable aussi de faire des images hybrides. Alors, ce n'est pas qu'elles utilisent l'électricité et de l'essence, c'est qu'elles vont mixer différentes méthodologies. Par exemple, du scanner avec de la caméra à positons. La caméra à positons est très bonne pour la fonction, mais très mauvaise pour l'anatomie. La précision spatiale n'est pas bonne. Le scanner est très bon pour l'anatomie, mais pas du tout bon pour la fonctionnelle. On fait des caméras TEP, IRM, donc c'est tout nouveau. Il y a des courbes. On a parlé tout à l'heure de 30 ans, le temps qu'il faut pour qu'une innovation s'installe. Ce n'était pas 30 ans, mais ça prend quand même beaucoup de temps. La radiologie est aussi devenue très invasive. C'est-à-dire que maintenant, le radiologue, il se prend, et il est une sorte de chirurgien, sauf qu'au lieu d'ouvrir le client, si j'ose dire, il va passer par l'intérieur donc à travers les artères, pour déboucher des artères, pour y injecter, par exemple, des médicaments, des chimiothérapies. Donc il faut voir ces vaisseaux sanguins. Alors pour ça, on a l'angiographie. Mais ce qu'on voit aussi, grâce à l'injection de produits des traceurs, c'est des molécules qui vont aller se lier. Alors simplement nous montrer des tissus qui sont très riches en petits vaisseaux, par exemple des métastases dans une tumeur du cerveau, dans le cerveau, ou faire des molécules SMART, c'est-à-dire des molécules qui vont, par exemple pour l'IRM, reconnaître biologiquement par des récepteurs, par exemple ici des récepteurs vasculaires, mais ça pourrait être aussi des plaques de l'Alzheimer. Et d'un autre côté, elles ont des atomes, par exemple ici du fluor, qui va être détectable par IRM. Donc vous voyez, on fait des molécules extrêmement intelligentes. Donc, pour continuer dans cette discussion, je vais voir que l'image médicale, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qui va toucher beaucoup d'acteurs économiques. Autrefois, c'est toujours le cas dans les hôpitaux, vous avez sous ces dossiers, le malade repartait chez lui avec tout un dossier, des films radio, voilà, donc sur des argentiques. Alors les grandes Kodak, Agfa, tout ça, ça n'existe plus, bien entendu. Des négatoscopes pour voir toutes ces images. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand le scanner X est apparu, donc c'est là que s'est passée la transition numérique, puisque pour la première fois, les images devenaient numériques, c'était dans l'ordinateur. Mais là où ça devient comique, c'est que moi j'étais interne à l'époque, eh bien les images, elles étaient imprimées sur des plaques argentiques pour être visualisées sur des négatoscopes. Les radiologues ne savaient pas faire autrement. Voilà, regarder sur un écran, non, c'était pas possible. Bon, à leur défense quand même, la résolution spatiale des écrans n'était pas terrible, il faut reconnaître quand même. Voilà. Donc, et puis en plus, vous avez donc des quantités d'images considérables. Donc, ce n'est pas des négatoscopes, ce qu'il faut, c'est des mégatoscopes. Ça devient ingérable. Voilà. Donc, l'informatique, elle est entrée un peu plus tard qu'on peut le croire. Donc, pas du tout quand l'image est devenue numérique, un peu plus tard, parce qu'il faut le temps pour que les utilisateurs s'approprient l'invention. Et donc, le problème, c'est qu'il a fallu développer des logiciels qui soient capable d'une sécurisation, transmission des données, stockage des données, restauration pour le patient et le médecin référent. Donc tant qu'on était là, bon, c'était pas mal. Et vous allez voir que le problème, c'est la suite. Donc ces images, elles sont pas toutes seules, elles sont accompagnées de tout un tas de paramètres. Alors les industriels se battent entre eux pour savoir quels paramètres mettre. Je suis très fier de voir qu'il y a un industriel qui a mis un paramètre diffusion avec mon nom dans les DICOM, donc je suis très fier. Et donc ces images-là, elles contiennent toutes les informations, le nom de l'hôpital, la machine, la date, c'est toujours s'il n'y a pas la météo le jour où ça a été fait. Bon, là on a enlevé le nom du patient, on a enlevé le sexe, on a laissé l'âge, mais vous voyez que
ça pose problème quand même. On peut retrouver des informations, et là il s'agit d'un homme de 56 ans qui a été examiné pour la prostate. Bon, je ne sais pas qui, mais je pourrais. Hein. Donc, ces images, ensuite, elles sont lues sur des systèmes par des cerveaux humains, par des radiologues. Donc, vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc, la révolution qui est en train de se passer aujourd'hui, je ne sais pas si on va arriver jusqu'au bout, je n'en suis pas complètement convaincu. La médecine d'aujourd'hui, c'est qu'on fait un médicament, passe-partout, vous avez mal à la tête, paf, c'est tel médicament. La médecine de demain, c'est la médecine personnalisée, c'est-à-dire que vous avez mal à la tête, mais vous êtes un homme, vous avez 43 ans, j'ai vu tous vos gènes, je sais quel travail vous faites, donc je vais vous donner cette molécule-là qui est faite pour vous. Voilà, c'est ça la médecine personnalisée. Et sur le papier, c'est quand même très intéressant, parce qu'aujourd'hui, vous donnez un médicament passe-partout, certains patients vont en bénéficier, d'autres, aucun effet, mais surtout, il y en a qui vont avoir des effets secondaires. Si, grâce à des techniques qui sont bien sûr de l'intelligence artificielle, vous arrivez à dire, ben voilà, vu le profil de ce malade-là, je sais que ça va marcher, vous lui donnez. Si vous savez qu'en fait, il va développer des complications, vous ne lui donnez pas. Ou si ça ne va pas marcher, vous choisissez un autre médicament. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant. Et l'imagerie fait partie des informations, du phénotype du patient, comme la couleur des yeux ou les cheveux, si vous voulez, qui vont permettre donc c'est une des données qui va être utilisée pour cela. Vous voyez le problème, c'est qu'on est dans le big data. C'est que là, c'est vraiment du statistique. C'est qu'il faut avoir des bases de données colossales de population pour arriver à en tirer ces statistiques. Donc pour arriver à soigner une personne par le médicament adapté, les coûts sont considérables, puisqu'il faut donc analyser des milliers de données, avoir les logiciels, etc. Autrefois, même quand j'étais enfant, parce que je m'intéressais à la chimie, j'allais à l'arrière des pharmacies, les pharmaciennes, elles aimaient bien que les petits gamins de 10 ans viennent fouiller dans l'arrière des pharmacies. Il y avait encore des préparations dites magistrales. Hein, ça n'existe plus. Mais là, c'est une préparation magistrale, sauf qu'elle va coûter cher. Voilà, donc la médecine personnalisée devient plus ou moins impersonnelle si on considère le big data. Alors un domaine particulier, alors je ne sais pas si vous l'appelez intelligence artificielle ou système expert, sur lequel je travaille, les radiologues en sont malades aujourd'hui. Ils disent, ça y est, notre travail, c'est fini. Donc ça, c'est mon travail, c'est un logiciel que j'ai développé à partir d'IRM, de cancer du sein. Donc le logiciel, en quelques secondes, il vous dit, il y a une tumeur, il vous l'isole en 3 dimensions, et il vous dit, c'est cancéreux, c'est pas cancéreux, avec la probabilité, même pire. Il donne ce qu'on appelle les biomarqueurs, donc les récepteurs hormonaux, qui sont sur la tumeur, que je ne peux pas voir en IRM. Hein. Je ne peux pas les voir, ce n'est pas la résolution. Mais, statistiquement, je sais que si le paramètre de diffusion moléculaire, donc la méthode que j'ai inventée il y a 30 ans, a telle valeur, alors, statistiquement, il y a une corrélation. Donc, c'est vraiment ce que fait l'intelligence artificielle. Et mon logiciel va donc donner... Voilà, le diagnostic, ici c'est malin, ici c'est bénin, avec les probabilités. Comparaison avec la radiologue avec laquelle je travaille, Kyoto, elle a 86% bon diagnostic, moi j'ai 96%. Voilà, donc ça fait réfléchir. Maintenant, il y a quand même des problèmes. Alors certes, c'est bien, diagnostic plus précoce, peut-être plus précis, donc une thérapie plus ciblée, mais il y a le problème de la propriété intellectuelle et... des problèmes juridiques. Si la radiologue se trompe, l'erreur est humaine. Elle se trompe peut-être plus souvent que mon programme. Si mon programme se trompe 4% du temps, pour les 4%, l'erreur, elle est quoi? Informatique? C'est l'intelligence artificielle? C'est le concepteur du logiciel? C'est le radiologue qui ne sait pas l'utiliser? C'est qui? Donc vous voyez qu'il y a un vide juridique là qui se pose. L'autre crainte des radiologues, c'est-à-dire maintenant... celui qui a prescrit la radio de charnière, il n'a plus besoin de moi. Il a la radio qui va revenir, enfin, le scanner, il va l'interpréter grâce à un logiciel qu'il aura lui. Il n'a plus besoin de radiologue. Donc vous voyez qu'il y a quand même un débat. Les radiologues sont assez inquiets. Et j'essaie de les rassurer, d'abord pour leur dire que tout ça, c'est basé sur des corrélations statistiques. On n'a pas réussi encore, et je pense que ce n'est pas intéressant de le faire, à informatiser le raisonnement du radiologue. Je pense que ça fait déjà mieux. Ce n'est pas la peine d'imiter le raisonnement du radiologue. Mais il faut voir que ces corrélations statistiques, elles sont établies à partir de données. Et ces données, elles sont collectées selon des filtres. C'est-à-dire que les données qu'on n'a pas recueillies, elles ne sont pas là. Donc, c'est les modèles médicaux que l'on a des pathologies et les paramètres que l'on sait voir en IRM. Donc, si aujourd'hui j'invente une nouvelle méthode d'IRM,
elle ne sera pas forcément dans les données qui sont disponibles. Donc, vous voyez que ces bases de données, elles reflètent la connaissance humaine à un moment donné. D'autre part, je crois que on a parlé ce matin de ce portrait qui a été artificiel, qui a été vendu pour 400 000 $. Je trouve aussi que ça fait un peu cher. Mais on sait faire de la musique aussi. On sait faire de la musique qui ressemble à du Bach et du Mozart. Mais ce n'est pas de la musique de Bach et de Mozart, mais c'est criant pour les gens qui sont musiciens. Donc on ne sait pas faire ça. Voilà, donc moi j'appelle ça l'intelligence humaine. Elle est capable de travailler sans données. Si on reprend Einstein, quand il a, donc en la même année, en 1905, la diffusion, mais il a écrit son premier article sur la relativité. Et si vous regardez l'article, il parle de masse apparente égale E divisé par C2. Donc dans sa tête, il n'y a pas de données, parce que les données, c'est pour ça qu'on ne l'a pas cru d'ailleurs, parce que les données, il n'y avait pas. Personne n'a voyagé les vitesses de la lumière, donc on ne savait pas. Donc il a quand même élaboré cette théorie sans données. 2 ans après, il a réfléchi. Donc, papier de 1907, donc 1905, M star égale E sur C2, une masse apparente associée à l'énergie. Il s'est dit, mais non, cette masse apparente, c'est la vraie masse. Et l'équation dans le papier de 2 ans plus tard, c'est E égale MC2. Vous voyez, le progrès intellectuel, ça a l'air de rien, il a juste renversé une formule, mais c'est énorme sur le plan cognitif. Il passe d'une masse apparente associée à l'énergie à une masse, c'est une énergie. Il a renversé les choses. Voilà. Donc, en fait, pour moi, tous ces outils-là, ce sont des outils. C'est comme un autre télescope. C'est un outil qui nous permet de voir dans les données des choses qu'on n'est pas capable de voir parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour manipuler des milliards de données. Ce n'est pas son but. Voilà. Donc, ces systèmes dits d'intelligence artificielle, de machine learning, sont là pour nous dire, hey, regarde, dans ces données, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Nous, on ne sait pas l'expliquer. Voilà. Donc, c'est un peu comme si en météo, vous faites un algorithme qui, quand les gens ont des parapluies, il pleut. Ah oui, c'est sûr, ça, vous pouvez y arriver. Mais s'il n'y avait pas les modèles physiques derrière, la météo ne sera pas très précise. Donc, c'est parce qu'on a une connaissance que les hommes ont développée. La même chose pour la mécanique quantique. Il n'y avait pas de données. Le boson de Higgs, il a été inventé dans la tête de personne. Voilà. Et le code génétique, je ne vous dis pas. Donc, l'intelligence artificielle, les petits pois de Mendel, sans doute. Elle aurait pu voir qu'il y a des petits pois lisses, des petits pois plissés, et que quand on les croise de telle manière ou telle manière, statistiquement, on obtient ci ou ça. Donc, Mendel, effectivement, on aurait pu le remplacer par l'intelligence artificielle. Mais la découverte de l'ADN et du code génétique, ça, l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire ça. Voilà, donc j'arrive pratiquement à la fin pour dire qu'on repose sur une mine de données d'imagerie considérable. Le patient peut dire, je suis désolé, ça m'appartient, c'est mon corps, ça a une certaine valeur marchande, n'est-ce pas? Le médecin qui a prescrit l'examen dit « Ah non, mais si je n'avais pas prescrit l'examen, vous n'aurez rien, donc moi je dois récupérer ma part du gâteau. » Le radiologue dit bah, « C'est moi qui fais les images, d'accord ?» Et puis après, de l'autre côté, vous avez l'assurance, l'hôpital. L'hôpital a acheté tous les moyens d'imagerie. Les assurances payent les examens. L'État, la même chose. Donc c'est l'aspect financier. Et ensuite, vous avez les industriels, ceux qui fabriquent des systèmes d'imagerie, ceux qui analysent les données, etc. Les GAFAM, dont on parle depuis ce matin, c'est atroce parce que le malade paye 2 fois. Le malade a ses images. Il se les fait piller. On lui pille ces images. Il y a des hôpitaux maintenant qui vendent des données d'imagerie, pas forcément en France, mais pas loin d'ici, dans un pays très proche. Donc ces hôpitaux vendent les données à un GAFAM. Je ne vous dis pas lequel non plus, même vous allez deviner. Ensuite, qu'est-ce que fait le GAFAM? Il va vendre ces données à gros prix à des firmes pharmaceutiques qui vont développer des médicaments que le malade va acheter pour se soigner. Mais dans le prix du médicament, il y a le prix de l'achat des données aux GAFAM. Vous voyez, donc, moi, je pense qu'on devrait réfléchir, alors je ne vais pas dire une taxe de plus, ce n'est pas le moment, mais un système où on bénéficierait plus ou moins, l'imagerie médicale coûte cher, parce que les machines coûtent cher, c'est comme ça, et bien qu'il y a un retour, voilà, c'est tout. Voilà, donc c'est le business de l'industrie, c'est une vraie mine d'or. Et aujourd'hui, il y a de gros problèmes éthiques, juridiques qui se posent. Donc voilà, est-ce que les données doivent être interdites, gratuites, par exemple pour les études d'épidémiologie, ou payantes? C'est la question qui se pose. Voilà, donc je termine en concluant là-dessus. Donc, le problème, c'est que la définition, c'est une matérialisation, alors qu'en fait, on ne parle que de dématérialisation.
il y a un enjeu économique considérable, donc les équipements, les agents de contraste, mais tout ce qui est informatique, de la logistique de base à l'analyse des données. Voilà. Et ce qui se prépare, donc, c'est les techniques de visio augmentée. Un chirurgien maintenant à l'hôpital, quand il opère, il voit le champ opératoire et se projette à travers ses lunettes les images IRM, etc. Donc il sait qu'avant, pour dire, j'étais neurochirurgien au départ, hein, on ouvre le crâne, on arrive sur le cerveau, il y a une tumeur en dessous. Où elle est? Ben, non, mais c'est pas une plaisanterie. Prenez le doigt, et puis là où c'est dur, c'est en dessous. Mais c'est comme ça. Hein. Là, c'est encore comme ça aussi, mais maintenant, avec l'intelligence artificielle et l'imagerie, vous voyez ce qu'il y a en dessous que vous ne voyez pas à l'œil. Voilà. Donc, la question que je pose, c'est est-ce qu'on a encore besoin de l'image? Et ça, c'est très provocateur, mais ça fait peur. Les images d'IRM qui arrivent dans la mémoire d'ordinateur, ce n'est pas du tout des images. C'est des signaux qui sont triés par fréquence spatiale. Ça n'a rien à voir avec une image. Donc ensuite, vous avez un logiciel qui va reconstituer à partir de ces fréquences de Fourier une image qu'un radiologue peut voir ou qu'un logiciel va analyser. Mais pourquoi s'embêter? Pourquoi pas faire l'analyse directement à partir de ces signaux qui n'ont aucun sens pour nous? Et puisque c'est de l'intelligence artificielle, donc je suis en train d'essayer de développer ça. Je suis sûr que ça va marcher. Et ça, c'est terrible. Ça, ce sont des images créées par des ordinateurs, par des algorithmes faits par des humains. D'accord? Pas un d'entre nous ne peut lire ce qu'il y a ici. Même si vous passez 10 ans à apprendre, vous ne pourrez jamais lire ça. Parce qu'on n'a pas les circuits cérébraux génétiquement programmés pour lire ce genre d'images. Vous voyez, on est en train de produire des images pour que nous, on les voit, pour que notre smartphone les voit, mais il n'en a rien à faire, le smartphone. Lui, il est capable de détecter directement les signaux. Donc, vous voyez qu'on je ne sais pas où on va, mais il y a quand même encore beaucoup de surprises qui nous attendent au coin au tournant. Voilà, et pour ceux que ça intéresse, je ne suis pas sûr qu'il reste encore beaucoup d'exemplaires, j'en avais amené ce matin. Alors ce livre-là, il n'y a pas de polémique sur l'intelligence artificielle, c'est juste ce qu'on voit dans le cerveau en IRM. C'est juste ce qui peut vous surprendre, c'est le cerveau de cristal. Pourquoi le cerveau de cristal? Eh bien, c'est parce qu'on part donc du cerveau humide, qui est notre cerveau, mais c'est juste les dernières 15 lignes du livre. Hein. Ce qui serait le futur, je ne vous dis pas. Voilà, je vous remercie. Merci Denis, on a le temps pour quelques questions. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai juste une toute petite question. Est-il vrai qu'en France, la CNAM fait en sorte que l'on ne développe pas des IRM? Un radiologue qui veut, moi, je vous pose la question, je ne sais pas si c'est vrai, un radiologue qui veut acheter un IRM doit demander l'autorisation de la CNAM et très souvent elle dit non. Pourquoi? Parce que c'est très, très cher et parce que quand on fait des IRM à quelqu'un, on trouve forcément quelque chose. Oui, en fait c'est compliqué. C'est que, bon, je ne sais pas, aujourd'hui, la France est quand même relativement bien lotie. C'est vrai qu'à un moment donné, on était un peu en retard. C'est des questions de carte sanitaire. C'est qu'il y a des régions, la région Côte d'Azur, la région parisienne, où vous avez beaucoup de monde, donc on va mettre beaucoup de machines IRM. Puis des endroits où il n'y aura rien. Donc, il y a une homogénéisation, c'est une volonté politique. Hein. Moi, je ne dis pas si c'est bien ou pas bien. Hein. Je vous dis simplement qu'il y a une homogénéisation, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait des machines à sous, entre guillemets, c'est pas ça, mais des machines là où il n'y a pas besoin, où il y a largement suffisamment, et des endroits où il n'y a pas assez. Donc aujourd'hui, la question se pose pour les radiologues, même pour les médecins, c'est plus que les machines. J'ai pas mis la diapositive, on ne s'est pas synchronisé, mais j'avais une diapositive sur les petites curies. On explique, je ne vous ai pas montré ça, mais il y a des camions aujourd'hui aux États-Unis. Il y a lieu dans 15 jours, le salon de la radiologie mondiale, enfin américaine, bien sûr, mais 80 000 participants. C'est le salon d'auto. Vous avez des camions d'IRM, de scanners, et ces camions-là, ils ne passeraient pas dans les rues en France, hein, ils sont trop gros. Mais ils vont rencontrer les gens. Donc, les personnes qui sont dans les campagnes, la lieu isolée, ils vont sur ces camions. Les images, ensuite, sont exportées dans des grands CHU, qui sont à Boston, New York, où vous voulez, voire en Inde, voire au Japon ou en Chine. Et les images sont interprétées à ces distances-là. Voilà. Donc, c'est parce qu'il y a une carte sanitaire. Évidemment, on peut dire, mais moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on peut dire que... évidemment, plus on fait d'examens, plus ça coûte cher au système de sécurité sociale et plus il faut rembourser. Pas tellement parce qu'on va trouver plus de choses et qu'il faudra plus traiter, c'est les examens qui coûtent cher. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, faisons une radio, je ne suis pas sûr, on va faire un scanner, en plus.
Ah, ben non, je suis toujours pas sûr. Faisons une IRM. Et on a toute la chaîne. Alors que, par exemple, le cancer du sein, moi, je me bats dans un groupe international aujourd'hui à faire reconnaître l'IRM d'emblée chez certaines femmes, les femmes à risque génétique. C'est plus la peine de leur faire des images de mammographie, ça sert à rien, on verra rien. IRM tout de suite. Bon, c'est pas énorme comme nombre de femmes, mais ça peut leur changer la vie, quoi. Voilà, donc c'est la politique au sens noble, c'est-à-dire c'est l'économie d'un pays, je n'ai pas à juger, moi. Oui, merci beaucoup. Donc on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence, mais on commence à voir comment fonctionne le cerveau. Certains disent, et notamment je crois notre ministre de l'Éducation, qu'on commence à en savoir assez pour pouvoir construire des nouveaux modes d'enseignement. Est-ce que vous pensez qu'on en est là? C'est une question piège. C'est une question piège. J'ai écrit un article récent où je ne prends pas position, mais je donne les arguments pour aller dans les deux sens. Je vous donne un exemple. On a découvert, un travail qui a été fait, il a été ancien, dans les années 95. On a mis des gens dans un aimant aux États-Unis bilingues, c'est-à-dire des gens qui avaient appris d'emblée deux langues, parce que leurs parents sont de deux pays différents, et des enfants qui, comme nous, ont appris une deuxième langue à l'école. Et en particulier des Américains qui ont appris le français à l'école. À l'époque, on apprenait encore le français, sans doute. Maintenant, je ne sais plus si c'est tout à fait vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ces images? C'est fabuleux. La région dite de Broca, qui est dans l'hémisphère gauche, qui est la région du langage, eh bien, les enfants bilingues purs, enfin ceux qui avaient appris les deux langues petits, en avaient qu'une, l'anglais et le français. Par contre, les enfants qui avaient appris à 12 ans la deuxième langue avaient deux régions de Broca. Une pour le français et une pour l'anglais. Voilà. Alors, voilà, l'imagerie fonctionnelle montre qu'effectivement, on a deux régions. Mais ça ne vous dit pas si c'est mieux ou pas. Ça veut dire simplement que la deuxième langue n'a pas été acquise dans les mêmes conditions, c'est-à-dire pas de l'immersion, elle a été apprise à l'école. Deuxièmement, que le cerveau n'a pas la même taille, qu'il n'a pas les mêmes circuits fonctionnels. Ça ne préjuge en rien du fait que la personne soit bilingue au sens fluente. Donc, est-ce qu'on va recruter des interprètes basés sur l'IRM? Ce serait une erreur fatale. De même, autre exemple, encore pire, il a été montré que selon qu'on évoquait des vrais souvenirs ou des faux souvenirs, on activait des régions différentes du cerveau. Donc, en Inde, il y a une femme qui a été condamnée à mort parce qu'elle était accusée de je ne sais pas quoi, et on lui a fait un examen IRM qui a montré qu'elle fabulait. Voilà, mais on n'en sait rien en fait. Ces études, elles sont faites sur des collections de sujets, par exemple un article typique de sciences cognitives en IRM fonctionnel, il y a 12-20 sujets. On en fait la moyenne. Ça donne rien sur un sujet. On sait faire aujourd'hui, comme je vous ai montré pour la lecture de pensée, on sait faire des images sur un sujet. Mais souvent, c'est des moyennes. Et le pire du pire, c'est qu'un article qui est sorti par des gens qui font des statistiques de haut niveau, de Berkeley, je crois, ou Stanford, que ces études n'étaient même pas reproductibles. À savoir, donc, si vous prenez 12 sujets et vous trouvez une région qui s'active, eh bien, pour reproduire cela, il faut vous passer peut-être 40 ou 50 sujets. Donc l'article est sorti dans Nature, il fait beaucoup de bruit. Donc, selon cet auteur, la moitié des publications qui montrent l'activation cérébrale ne sont pas reproductibles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, hein, mais donc d'interpréter, de surinterpréter ces images est dangereux. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, par exemple, il est prouvé, pour revenir à l'exemple de la deuxième langue, il est prouvé que si on apprend une deuxième langue petit, on sera meilleur que si on l'apprend à l'école à 11 ans. Donc on peut changer l'apprentissage. Mais ce n'est pas l'imagerie médicale qui montre ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est des études statistiques de sciences sociales. Ce n'est pas du tout l'imagerie. Voilà, donc oui, l'imagerie, je suis pro, la preuve c'est que je ne fais que ça. Mais il faut savoir prendre ses distances pour interpréter ce qu'on voit. Voilà. La dernière question courte. Oui, dans le cas des détections de cancer, j'ai l'impression qu'un certain nombre de problèmes que vous évoquez vient de la toxicité des traitements du cancer. Et si jamais il y avait un traitement du cancer qui n'était plus toxique, est-ce que j'ai l'impression qu'un grand nombre de problèmes disparaîtraient? Alors, je vais pousser un peu plus loin. C'est vrai, c'est parce que quand sur une mammographie de dépistage, on voit quelque chose qui est douteux, anormal. On ne fait pas d'IRM, on ne fait rien de tout ça aujourd'hui. Ou madame, si j'étais vous, je me ferais enlever le sein. C'est un traitement radical quand même. Hein. Alors, peut-être qu'on ne le fait pas tout de suite, on va mettre une aiguille, faire une biopsie.
Voilà, la biopsie, il faut tomber au bon endroit. Moi, ces images que je vous montre, elles vous disent où il faut faire la biopsie. Donc on met la biopsie, bon, la biopsie revient négative. Bon. 2 ans après, la femme retourne en mammographie, et là, il y a forcément quelque chose d'anormal puisqu'il y a la trace de la biopsie. Donc, terminé, ça va se terminer par un acte chirurgical. Pour rien. Donc aujourd'hui, on dit que la mammographie, c'est la source de cancer. C'est pas vrai, pas au sens direct, hein, au sens indirect, parce que on fait trop d'examens pour rien. Cet examen que j'ai montré, sa spécificité est bien supérieure, mais ça coûte cher. Donc l'idée, c'est de voir si on peut faire ça moins cher. Maintenant, faire un traitement anticancéreux qui n'a pas d'effet secondaire, le moindre médicament que vous prenez, de l'aspirine ou je sais pas quoi, ça a des effets secondaires. Un médicament anticancéreux, par définition, il tue des cellules. Oui, mais ce ne sera jamais 100%. Donc, et puis, il y a le prix. Il y a le prix. Donc, sinon, vous avez Angelina Jolie qui s'enlève les seins parce qu'elle est génétique. L'actrice, comment? Oui, mais bon, je parlais de l'actrice, là. Risque génétique majeur. Elle n'a pas hésité à enlever les seins. Mais enfin, tout le monde ne sait pas faire ça. Hein.